aperçu sur le salaire des membres du gouvernement, l'exécutif réagit aux récriminations du Sifoweb. Il parle de jurisprudence et de la nécessité de tenir compte des antécédents salariaux et des revenus des personnes appelées au gouvernement. Toute la réaction à suivre dans ce journal. Une farce et un faux débat selon le ballet citoyen. Smoké et ses camarades n'ont pas été convaincus par Zéphirin Diabré sur sa perception de la réconciliation nationale. Pour l'organisation de la société civile, le projet se résume à un compromis entre hommes politiques pour blanchir ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de crimes de sang. Et puis, coup de projecteur dans cette édition sur l'argent de poche octroyé aux enfants. Faut-il en donner? Combien? Quand et pourquoi? Réaction des parties prenantes et d'un pédopsychiatre à suivre dans quelques instants. Bonsoir, merci de votre fidélité au 19h30 de BF1. Après le sommet de N'Djamena, le président du Faso est de retour à Ouagadougou. Roch-Marc Christian Kaboré a présidé ce matin le Conseil des ministres. La réunion hebdomadaire de l'exécutif avait ce mercredi plusieurs questions à son ordre du jour. Santé, sécurité, économie, éducation, infrastructure. Tous ces départements ministériels ont occupé les débats. Kwame Hervé Dapa. C'est un Conseil des ministres qui aura duré environ 4 heures de temps. Et comme à l'accoutumée, délibérations, communications orales et autorisation des missions à l'étranger, entre autres, étaient au centre de l'exercice, mais aussi dossiers de nomination, notamment dans la police. Vous savez que depuis 2018, donc, notre personnel de police dispose d'une loi qui régit donc son statut. Et donc en application de cette loi, et pour les années 2019 et 2020, le Conseil a agréé et adopté donc la nomination de 4 inspecteurs généraux de police, de 21 contrôleurs généraux, de 37 commissaires divisionnaires et de 84 commissaires principaux de police. Sur les questions économiques et infrastructurelles, le gouvernement a ratifié par ordonnance 2 accords de prêt avec le Fonds saoudien pour le développement. Le premier concerne le financement d'un projet d'aménagement hydro-agricole dans la commune de Souroukouni, dans la région de la Boucle du Moule. Il s'agit d'aménager, de sécuriser 2000 hectares irrigués. Ce projet comporte un volet de développement donc, de l'élevage intensif. Et il y a un volet aussi de pisciculture et naturellement un volet innovant donc, de la culture fruitière. Il est attendu ce projet qu'il crée des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous attendons donc environ 8000 emplois directs à créer donc, par ce projet et qui est évalué à plus de 11 milliards de francs CFA. Le deuxième prêt concerne la réhabilitation de la route nationale Tougan-Waïgouya. C'est la route nationale numéro 10 dans le mot réhabilitation. Il faut entendre construction et bitumage de cette route qui fait 94 km. Et ce prêt est de un peu plus de 8 milliards. Il est un financement partiel et les autres ressources donc, ont dû être mobilisées. Par cette autorisation, nous sommes en mesure d'espérer le début des travaux au plus tard donc en 2022. L'éducation et la santé ont aussi dominé ce Conseil des ministres. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, 104 000 enfants et élèves déplacés internes ont été réintégrés dans le processus de scolarisation. Pour la lutte contre la Covid-19, on a insisté sur le respect des gestes barrières, même au cours des grands rassemblements, et sur la nécessité de décentraliser dans les régions la prise en charge des cas de contamination. La révélation du Sifoweb avait suscité de nombreux commentaires la semaine dernière. Plus de 2 milliards de francs CFA de salaire de trop, illégalement perçus par l'ensemble des ministres du premier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, en violation du décret de 2008. Que répond le gouvernement à cette accusation? Écoutez son porte-parole, Ousseini Tamboura. Les faits sont qu'il y a un régime de droit commun de la rémunération des ministres porté par le décret de 2008. Les faits sont aussi que des dispositions contractuelles dont on peut comprendre, dont on peut certainement présumer qu'il s'agit aussi de faire en sorte qu'un certain nombre de principes généraux de droit qui consistent à considérer aussi les antécédents salariaux de revenus
des personnes qui sont appelées donc au gouvernement de prendre en charge cette question. La problématique se pose depuis lors, mais pose une problématique de jurisprudence générale. Et je me souviens aussi qu'en juin 2018, lorsque le gouvernement s'était lancé dans une dynamique de réflexion globale sur la rémunération des fonctionnaires, en tout cas des options de réforme avaient été données, et je ne pense pas qu'il faille isoler la question de la rémunération des ministres de cette réflexion globale. Pourquoi pas, on prend acte de ce rapport qui est une contribution citoyenne à la bonne gestion des deniers publics. Elle propose des voies de solution. Le gouvernement certainement avisera et certainement se mettra dans une dynamique enclenchée depuis 2018 de faire en sorte qu'il y ait une sorte aussi d'équité dans la rémunération des uns et des autres. Je ne parle pas d'égalité. Et pour mieux défendre le gouvernement et surtout les intérêts de l'État au niveau national et international, l'Agence judiciaire de l'État a désormais les pleins pouvoirs. Créée en décembre 2020, elle est opérationnelle depuis ce 17 février, date à laquelle l'agent judiciaire de l'État et ses 40 adjoints ont prêté serment. Mamounata Kabouri. C'est lui, le commandant à bord de l'Agence judiciaire de l'État. Avec les 40 membres de son équipage appelés agents judiciaires adjoints de l'État, ils ont tous désormais la lourde tâche de soigner les intérêts de l'État et de ses démembrements. Devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et un parterre d'invités témoins, ces agents judiciaires et adjoints de l'État jurent de remplir leur mission conformément à la loi. Monsieur Yanou Kafa, je le jure. Monsieur Bado Désiré Assorega, je le jure. Mais en clair, en quoi consistera la mission de l'agent judiciaire de l'État? Alors, l'agent judiciaire de l'État, c'est la personnalité qui anime donc une agence qui a été créée au niveau du Burkina Faso, qui s'appelle aussi Agence judiciaire de l'État et qui est assistée d'adjoints pour assurer le conseil et la représentation de l'État et de ses démembrements devant les juridictions au niveau national et au niveau international, de travailler à l'indemnisation des victimes des accidents impliquant les véhicules de l'État, mais également d'agir contre les agents publics qui viendraient à faire en sorte que le budget de l'État puisse être gravement touché. Oui, je crois qu'on mesure tous l'immensité de la tâche. Personnellement, pour avoir déjà exercé les fonctions en tant qu'agent judiciaire adjoint du Trésor, on s'était déjà astreint à cela. Donc je crois que pour nous, c'est encore une confiance qui est placée en notre personne. Et on pense pouvoir vraiment remplir avec dignité, probité et toute conscience cette charge qui nous a été confiée. L'autre mission de l'agent judiciaire de l'État, c'est de contribuer à l'exécution des décisions de justice rendues au profit des particuliers, comme c'est le cas par exemple des militants de l'Alliance Police Nationale, eux qui attendent toujours d'être réintégrés selon la décision de justice rendue en leur faveur contre l'État. Mais sur cette question de non-exécution des décisions de justice par l'État lui-même, il ne faut pas trop vite crier victoire, dira Karfa Yanou. On ne peut pas parler de ouf de soulagement puisque l'agence judiciaire de l'État est une structure qui hérite en fait d'une structure qui existait et qui faisait le même travail. Et au regard des éléments que nous avons en notre possession, le travail préalable a été fait par rapport à un certain nombre de dossiers. Mais il reste certainement un travail de finition. Et quand nous allons effectivement prendre service, nous allons effectivement peut-être mieux comprendre le dossier. Et s'il y a des actes qui relèvent de notre compétence, nous allons les poser et nous allons approcher les autorités compétentes pour qu'effectivement quelque chose soit fait dans ce sens. Aussi bien pour ces dossiers, mais pour tous les dossiers qui souffrent d'une exécution à ce stade-là. Tous nommés en Conseil des ministres du 23 décembre 2020, la prestation de serment ce 17 février de l'agent judiciaire de l'État et de ses 40 adjoints consacre le démarrage des activités de l'agence judiciaire de l'État. Une agence qui vient remplacer l'agence judiciaire du Trésor qui semblait avoir des limites. Le magistrat Karfa Yanou à la tête de l'agence judiciaire de l'État, rappelez-vous, sa nomination en décembre dernier avait fait des vagues, certains y voyant plutôt la récompense d'un magistrat qui a pris fait et cause pour l'exécutif dans certains dossiers judiciaires. Sur la question, écoutons la réaction de l'intéressé.
Je dois dire que si on doit compter sur une décision rendue en faveur de l'État pour moi me récompenser, je dirais que c'est mal me connaître personnellement, parce que vous avez derrière moi des agents judiciaires de l'État adjoints qui étaient agents judiciaires du Trésor, qui ont plaidé devant moi, et il y a plusieurs décisions qui ont été rendues à l'encontre de l'État. Si pour une seule décision on doit me récompenser, je pense que mon serment de magistrat ne doit pas servir. Or, je tiens à mon serment de magistrat d'abord, ensuite le serment que je viens de prêter, et donc il faut peut-être plutôt poser la question, je l'ai dit, au comité de sélection qui a retenu ma candidature et qui a certainement vu des éléments qui peuvent permettre justement d'améliorer, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà fait, d'améliorer donc la représentation et l'assistance de l'État. Vous êtes tous des journalistes ici, renseignez-vous sur le nombre de décisions que personnellement j'ai pu rendre en tant que juridiction, parce que nous siégeons à juge unique et qui ont condamné l'État à beaucoup de millions au profit des citoyens burkinabés, parce que le citoyen avait raison. Mais lorsque je pense que c'est l'État qui a raison, je rends ma décision en toute âme et conscience, en toute indépendance et en toute impartialité. C'est le tenant de mon serment de magistrat et je tiens à le respecter jusqu'au, je dirais, mes derniers jours. Zéphirin Diabré a beau clamer que sa mission n'est pas un arrangement entre politiciens, le balai citoyen reste droit dans ses bottes. Pour cette organisation de la société civile, la réconciliation dont il est question depuis le début du second quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré est un faux débat et la finalité serait d'accorder l'impunité à certains hommes politiques qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de sang. Abdou Aziz Sari. Qui veut-on réconcilier avec qui et pourquoi? S'interroge le balai citoyen qui estime que la question de la réconciliation nationale est un faux débat. Face aux hommes de médias ce 16 février, l'OSC monte au créneau pour afficher une fois de plus sa position vis-à-vis de cette question. Pour elle, le Burkina Faso n'a pas un problème de réconciliation, mais plutôt de justice. Vous êtes premier magistrat de ce pays et on dit que vous êtes garant de la paix sociale et de la justice et vous ne faites rien. On travaille donc à protéger des bandits au col blanc et aujourd'hui on nous parle de réconciliation nationale. Mais il y a un document de référence dans notre pays. Le rapport produit par le Collège des sages suite au drame de Sapuy. Le rapport est toujours là. Le rapport a pratiquement tout dit. Et nous sommes aujourd'hui en train de tourner autour du pot et on est en train de mobiliser nos meilleures ressources pour une question même qui n'en est même pas une. C'est ça le véritable problème. Selon ces acteurs de la société civile, aucun Burkinabé, soit-il président, ministre ou député, ne doit échapper à sa responsabilité devant la justice. Dans le cas où on dirait qu'il faut pardonner aux gens malgré leurs actes, allons plus loin. Ouvrons la Mako, libérons tous les prisonniers en même temps. Donc je crois qu'il y a une morale et une éthique derrière tout ça. Tout simplement, on se positionne en tant que citoyen défenseur d'une certaine morale qui voudrait que tous les citoyens burkinabés sont justiciables, d'où qu'ils viennent, de quelques raisons sociales qu'ils proviennent. Dans tous les cas, ils sont justiciables. L'ONEA a mis en place depuis peu un système de double facturation. Ce système suscite de plus en plus de mécontentement chez les abonnés. Nombreux sont les clients qui auraient vu le coût de leur consommation croître de façon exponentielle ces derniers temps. Une situation que dénonce le balai citoyen. Nos factures, nos montants ont quadruplé, voire même quintuplé. On a dû faire une demande spécifique à l'ONEA pour revoir les choses. Et on a relevé les compteurs. Ils ont diminué de moitié, mais c'est toujours trop élevé. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. De nombreux camarades en ont été victimes. Et je pense que toute société civile doit pouvoir jouer ce rôle de contestation face à des tentatives d'arnaque du peuple, même si c'est une arnaque qui est, selon eux, technique, une différence technique. Et bien, si c'est une différence technique, on doit pouvoir la réparer parce que les préjudices sont nombreux, hélas, pour le consommateur burkinabé. Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, les États de la CEDEAO ont décidé de la fermeture des frontières. Aujourd'hui, après l'ouverture des frontières aériennes, le balai citoyen demande aussi de rouvrir les frontières terrestres. Le maintien de cette fermeture des frontières terrestres approfondit la discrimination et les inégalités sociales entre ceux qui peuvent se donner le luxe d'aller et venir par avion et les classes moyennes et pauvres soumises à une interdiction qui les oblige à adopter des comportements à risque en traversant les frontières dans la clandestinité. Cette conférence de presse est la première de l'année 2021 du balai citoyen. L'OSC entend dans les semaines à venir organiser un forum contre l'impunité pour dénoncer ce qu'elle appelle pourfendeur de la paix durable.
Instant de dénonciation également à plus de 70 km de Ouagadougou, plus précisément à Korsimoro dans le centre-nord. La population d'un des 5 villages touchés par le projet communal de construction d'une cité sont mécontentes. Elles dénoncent les clauses du contrat déjà signé entre elles et la mairie. Abdou Razak Traouri. Des balais et des spatules en l'air pour désavouer un ambitieux projet immobilier qui touche leur village dans la commune de Korsimoro. Des frondeurs qui protestent contre une initiative de construction d'une cité entamée par leur conseil municipal. Si au départ, ils ont entièrement souscrit en acceptant les clauses du contrat afin d'octroyer leurs terres, force est de constater que leur position a évolué aujourd'hui. Plus de 5 ans après les accords, ils se sentent bernis. D'un projet communal organisé par la mairie de Korsimoro depuis 2017. Au début, on pensait qu'en tout cas, c'était dans le sens de développement durable. Mais actuellement, nous voyons que vraiment, c'est le contraire, carrément le contraire. Comment comprendre un projet qui vient pour développer et changer la vie de la population, que les gens empêchent actuellement de cheminer, de les laisser dans la misère, dans la faim. En tout cas, c'est déplorable. Ils avaient promis des dédommagements. Nous ne sommes pas prêts pour ce développement actuellement, pour ce dédommagement actuellement. Nous voyons que c'est de l'anarque et nous n'allons pas accepter. Céder nos terres, qui libèrent nos terres cultivables. Nous avons besoin de nos terres pour cultiver. À la mairie de Korsimoro, c'est la surprise pour le conseil municipal. Le maire assure que toutes les règles ont été respectées dans les démarches. Les gens de leur terre, c'est la commune qui s'en a chargé de s'approcher de ces gens-là pour que le bien, les moyens, les ressources soient de la commune. Donc, il y a eu des échanges, il y a eu des propositions, et c'est propre. Chacun gagne ce qu'il doit gagner. Et nous sommes surpris aujourd'hui, donc vous le disiez tantôt, qu'il y a une famille, moi je parle d'une famille, pas d'un village, à ce que je cherche, une famille qui proteste. Bon, s'il y avait eu protestation auparavant, cette famille n'allait pas signer. Cette famille n'allait pas nous donner ses hectares. On ne les a pas forcés pour prendre leurs hectares. Le projet immobilier de la commune s'étend sur 5 villages, dont celui de Ragitenga qui fait l'objet de toutes les crispations. Ici, ce qui est plus dénoncé, c'est le prix d'achat des terres des autochtones. L'hectare a été racheté à 1 million de francs CFA. Dommagement, sur 1 hectare, ils ont prévu 2 parcelles et 1 million. C'est minime. Voilà. Mais comme ils ont signé le contrat avec nos vieux et ils ont marginalisé la jeunesse, bon, on ne pouvait rien dire. Voilà. Sur 1 hectare, 1 million, c'est peu. 2 parcelles, vraiment, c'est insignifiant. Donc, on disait qu'au moins 5 parcelles, 5 millions. Et aussi, il ne faut pas qu'ils vont déguerpir le village. Le village reste sur ses lieux. Et voilà. Une chose. Au moment où on les promettait l'hectare à 1 million, l'hectare était vendu à 400 000 ici, à Korsimoro. Et eux, on a poussé jusqu'à 1 million. Pour ne pas vendre mes choses, je vous dirais qu'il y a certains qui s'inquiétaient parce que c'était trop élevé. Quand ils viennent de temps à autre, j'écoute ce qu'ils veulent dire. C'est ce qui n'est pas possible. Quand vous acceptez 2 parcelles par hectare, 1 million de francs, une construction de vos concessions, tout est propre. Et tout le monde a signé. Aujourd'hui, par d'autres forces externes ou comme ça, je ne sais pas, le son est en train d'être changé comme ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas qu'on a opprimé quelqu'un et avantagé l'autre. Non, c'est le même contrat avec tous les propriétaires. Et je ne comprends pas pourquoi chez eux, il y a une autre son de cloche. Les 2 parties semblent intransigeantes chacune de son côté, alors que le projet, lui, est en train de rentrer dans sa phase active. Les parcelles ont même déjà été dégagées et bornées, c'est-à-dire donc que nous sommes loin de la fin des multiples manifestations des mécontents du projet. Restons dans le centre-nord avec cette fois-ci un projet qui fait entièrement des heureux.
Kongoussi Ville Propre est une initiative qui compte mettre en activité plus de 200 déplacés internes. Une campagne de salubrité qui va s'étaler sur un mois, lancée le lundi dernier par l'ONG allemande WHH. Justin Amontou. Nous sommes à Kongoussi, cité de haricots verts, située à environ 115 km de Ouagadougou. Ici, vivent des centaines de déplacés internes. Ce lundi, l'ONG Welthungerhilfe, WHH, une ONG allemande de lutte contre la faim et la pauvreté, procède au lancement officiel de sa campagne de salubrité dénommée Kongoussi Ville Propre. L'objectif de cette campagne est d'assainir la ville tout en mettant en activité plus de 200 déplacés internes aux côtés de la population haute de Kongoussi. Une manière de rendre propre la ville et de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Pendant 30 jours, la ville de Kongoussi va avancer au rythme en fait, de cette campagne de salubrité assez salutaire qui va véritablement donner une certaine beauté donc, à la ville, une certaine propriété à la ville et surtout laisser un message. Le message que nous devons tous mettre dans la main, ensemble, travailler pour promouvoir l'assainissement, l'hygiène du cadre de vie autour de nous. L'initiative est soutenue par la mairie de Kongoussi. Le maire reçoit ici un lot de matériel d'assainissement, dont 2 motos tricycles. Un don estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Nous sommes chanceux d'avoir l'ONG WHH à nos côtés. Elle nous appuie à nettoyer la ville. Au nom de la population de Kongoussi, nous remercions l'ONG pour le don de matériel d'assainissement. Nous invitons les autres organisations à nous appuyer aussi. L'ONG WHH nous avait montré comment sensibiliser les femmes et puis elle nous a recrutés pour nettoyer la ville de Kongoussi. Nous disons merci à l'ONG et que Dieu les accompagne dans leurs activités. Les activités de la campagne vont s'effectuer par 2 vagues de participants, composées de 100 déplacés internes par vague. Selon le coordonnateur du projet, chaque vague a droit à 15 jours d'activité. À la fin de cette période, les participants vont être rémunérés conformément au SMIC exigé par l'État burkinabé. Dans la dynamique d'amélioration de son rendement agricole, le Burkina Faso lance un projet de rédaction d'un répertoire de bonnes pratiques dans ce domaine. Le ministère de l'Agriculture veut ainsi capitaliser ces modèles de réussite en vue d'améliorer la sécurité alimentaire. Pour ce faire, une convention a été signée entre plusieurs entités du monde agricole. Archimède Boy. Une signature de convention sur les bonnes pratiques agricoles au Burkina Faso. L'acte est posé par le ministère en charge de l'Agriculture, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et la Confédération paysanne du Faso. Ce document est une feuille de route qui vise à assurer un meilleur rendement agricole et améliorer la sécurité alimentaire. Dès que nous allons pouvoir avoir ces répertoires des bonnes pratiques qui sont efficaces, nous savons qu'il en existe beaucoup. Tout le monde doit aller vers l'utilisation de ces bonnes pratiques à grande échelle pour que nous puissions avoir des résultats prouvants et que nous puissions avoir des résultats qui vont nous conduire vers la sécurité alimentaire. La Confédération paysanne du Faso est la structure chargée de la constitution de ce répertoire de leçons et bonnes pratiques d'intervention dans le domaine agricole. Parce que ce sont les acteurs de la CPF qui sont sur le terrain. C'est eux qui mettent en œuvre les actions, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, c'est eux qui les connaissent. Donc pour nous, c'est un sentiment de joie, de fierté et surtout ça nous permet de dire que nous allons travailler à renforcer ces partenariats qui doivent nous lier au ministère. Cette étude va s'étendre sur une période de 3 mois et sera financée à hauteur d'environ 30 millions de francs CFA par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Nous saluons vraiment le côté stratégique donc, de cette initiative. Et Agra, en tant que partenaire, continuera vraiment à accompagner ces initiatives, contribuera à la réflexion et aussi contribuera donc à l'exécution à travers les résultats qui se dégageront. La préparation du sol, l'utilisation adéquate des intrants, de la fumée organique, des insecticides, ainsi que la gestion des eaux de pluie. Voici autant de bonnes pratiques agricoles qui figureront dans ce répertoire selon la Confédération paysanne du Faso.
Venons-en au grand format de ce 19h30. Il est consacré à l'argent de poche octroyé aux enfants. Faut-il en donner? Si oui, combien? À quelle fréquence? À partir de quel âge et pour quels besoins? Dans ce reportage de Archimède Boy, vous allez le voir, parents, enfants et psychologues sont tous unanimes. L'argent de poche est un moyen pour transmettre des normes et des valeurs aux enfants. Regardez. En France, les adolescents reçoivent en moyenne 30 € par mois, soit 19 500 francs CFA par mois. En Italie, 45 €, soit 29 250 francs CFA. En Espagne, 48 €, soit 31 200 francs CFA. En Angleterre, 60 €, soit 39 000 francs CFA. Et à Hong Kong, 80 €, soit 52 000 francs CFA. Mais qu'en est-il au Burkina Faso? Il n'existe pas encore de statistiques officielles. Vous en faites peut-être partie. Quasiment un parent sur deux rencontré dans ce reportage donne de l'argent de poche à ses enfants pour diverses raisons. À partir de 13-14 ans, quand même, il peut avoir de l'argent de poche parce qu'on ne sait jamais. Mais pas beaucoup. C'est juste un tout petit peu pour leur permettre d'avoir quelque chose sur eux. Voilà. Ceux qui ne sont pas favorables à cette idée ont aussi leurs arguments. Les enfants sont ce qu'ils sont. Quand ils manipulent l'argent, un enfant qui ne travaille même pas d'abord, tu commences à l'habituer avec de l'argent. Et dit qu'à la longue, là, ça serait un peu compliqué. Ramata Diallo est psychologue. Elle n'est pas opposée au fait de donner de l'argent de poche aux enfants. Mieux, elle y voit une réelle vertu éducative. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Par exemple, on ne va pas donner 20 000 ou 50 000 à un enfant du primaire. On ne va pas faire ça. Il faut toujours adapter ce qu'on donne à l'enfant, à son environnement, à lui, à son développement, à ses besoins. Voilà. Ça aide l'enfant à déjà commencer à gérer les petits fonds. Ça aide l'enfant à planifier déjà. Qu'est-ce que je veux? Combien je dois y mettre? Comment je dois faire? Les parents peuvent aider les enfants dès ce moment à pouvoir se préparer à mieux gérer dans le futur. Soraïda et Axel, deux jeunes étudiants, reçoivent de l'argent de poche. Cela symbolise pour eux autonomie et responsabilité. Avec respectivement 40 000 francs CFA et 35 000 francs CFA par mois, les dépenses de ces adolescentes sont bien reparties. Avec cet argent, je mets de l'essence. Ça veut dire 10 000 francs le mois. Mais il y a des mois où ça dépend. Je peux peut-être mettre moins que ça ou plus que ça. Maintenant, 10 000 francs pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire les pommades, le parfum et les papiers hygiéniques et tout. Et 20 000 francs pour, si on peut le dire, pour mon goûter à l'école. Oui, j'arrive quand même à économiser un peu. De temps en temps, je fais des sorties avec des amis. De temps en temps, je peux par exemple souvent utiliser cet argent pour, dans le cas côté éducatif. Ça veut dire, avec cet argent, je peux peut-être m'inscrire au CCF pour la lecture. Déjà, il y a mon essence pour me déplacer, pour venir à l'école et tout. Et à côté de ça aussi, il y a mon besoin de connexion parce que je suis très connecté vu que je suis en informatique. On reçoit beaucoup de cours en ligne et dans les recherches aussi. Et à côté de ça, il y a mes petits besoins, quelquefois les sorties entre amis et tout. Donc, j'arrive quand même à gérer. J'arrive difficilement à faire des économies. Mais bon, à côté, j'ai ma petite activité de graphisme. Je suis graphiste freelance. C'est quelque chose ça me rapporte quand même un peu d'argent. Et ça me permet quand même de faire quelques économies à côté. Il n'y a pas d'âge formellement indiqué pour l'argent de poche. Mais d'après les professionnels, pas question d'en donner avant que l'enfant sache bien compter. Cependant, une question demeure. Combien donner? Il faut tenir compte à la fois des besoins de l'enfant et des revenus des parents selon la psychologue. Mais attention, il ne faut pas en faire trop, car le trop d'argent peut être source de vice. Le miel attire les mouches. Voilà. Quand l'enfant a beaucoup d'argent,
qui n'a pas appris à gérer correctement cet argent, il arrive à l'école, il va attirer certaines personnes et malheureusement, il peut attirer de la mauvaise compagnie. Et c'est avec ce surplus d'argent qu'il va commencer à fumer la cigarette. Il peut aller vers la drogue. Et vous avez entendu sûrement parler aujourd'hui des tontines sexuelles que font les élèves. C'est avec quoi ils font? C'est le trop d'argent que de fois certains parents donnent à ces enfants-là. C'est avec ça qu'ils se permettent de poser certains actes. Et ces attitudes, Daouda Barrow les côtoie au quotidien. Cet intendant de lycée relate ici plusieurs comportements déviants de jeunes lycéens. Effectivement, il y a des enfants qui s'adonnent à cela, ils achètent des frélatés, ils passent le temps à fumer à des angles, on les voit. Hein. Je crois que ce n'est pas vraiment bien pour quand même des gens qui cherchent quand même à forger leur avenir. À côté de l'argent de poche, certains parents récompensent leurs enfants avec des bonus financiers après de bons résultats scolaires. Est-ce une bonne chose? Ça peut motiver, mais il ne faut pas que ce soit la routine. Parce que si l'enfant, en ce moment, il peut y avoir un biais. L'enfant, en ce moment, peut travailler juste pour le surplus. Et le jour qu'on lui refuse ce surplus, il baisse les bras. Il faut qu'il sache, qu'il comprenne qu'il travaille, c'est pour lui-même, et non pour ses parents, et non pour son environnement. Le rapport de l'enfant à l'argent doit être bien encadré dès son jeune âge. Apprenez-lui que cela se mérite, que c'est toujours le fruit d'un effort de sa part. Sinon, il va au-devant de graves déconvenues dans sa vie d'adulte où, hélas, personne ne lui en fera de cadeau, indique la psychologue. Les échos de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans pour terminer. Les étalons du Burkina seront face aux fauves de la Centrafrique demain jeudi. Tenus en échec par les Aiglons de Carthage lors du premier match du groupe B, les poulains d'Oscar Barrow veulent tenter une victoire synonyme de qualification. Pour cette mission, le coach burkinabé compte sur l'arrivée de son buteur maison Fiacre Botoué Kwame, nous dit Luc Pagbelgem depuis la Mauritanie où se déroule la compétition. Oscar Barrow confiant pour la deuxième sortie des étalons ce jeudi face à la Centrafrique pour la CAN Junior Mauritanie 2021. Après une première sortie mitigée face à la Tunisie, le Burkina Faso veut tenter de faire respecter son statut de favori dans ce groupe B. Pour le match de demain, je pense que nous venons pour l'aborder avec le plus grand sérieux et la plus grande détermination et pour déjà nous assurer que nous n'allons pas quitter la compétition. Ça, c'est le premier aspect sur lequel nous devrons être très regardants. Alors, le deuxième aspect, c'est de chercher à tout faire pour engranger des points et pour nous mettre à l'abri de toute surprise. Donc, ça, c'est le deuxième fait. Mais, du premier fait au deuxième fait, c'est pour dire que nous venons dans ce match avec toute la volonté de continuer la compétition. Nous venons demain avec plus de détermination, plus d'envie et plus de sérieux pour aborder ce match. Parce que pour nous, vraiment, ce match va déterminer vraiment beaucoup. Parce que ça sera peut-être le dernier tournant de cette compétition. Donc, nous allons faire tout nos possible pour pouvoir vraiment prendre les 3 points. Oscar Barrow confiant pour la deuxième sortie des étalons ce jeudi face à la Centrafrique pour la CAN Junior Mauritanie 2021. Après une première sortie mitigée face à la Tunisie, le Burkina Faso veut tenter de faire respecter son statut de favori dans ce groupe B. La rencontre fauve de la Centrafrique, étalon du Burkina, va connaître une équipe quelque peu remaniée avec un renfort de taille, Fiacre Botoué Kwame. L'arrivée de l'attaquant des étalons, meilleur buteur du tournoi UFOA B et meilleur joueur, est annoncée pour ce jour à 22h. J'ai dû récupérer des éléments parce que nous avons vu dans le match passé qu'on avait quand même des difficultés sur certains bastions, sur certains éléments. Donc je pense que c'est des corrections à apporter pour permettre à l'équipe de retrouver toute sa plénitude.
Des éléments à retrouver également, comme vous l'avez si bien dit, et Bouti arrive ce soir. Je pense que c'était le joueur le plus attendu au niveau côté burkinabé. Voilà, et avec l'équipe tunisienne, même le coach tunisien m'a demandé où est Bautier, on ne l'a pas vu. C'est dit donc que c'est le joueur le plus attendu. Et je pense qu'il arrive ce soir. Mais dire qu'on va l'injecter demain, c'est déjà trop dit parce que nous allons nous acquérir de son état de forme. Voilà, avant de faire quoi que ce soit, nous sommes en football. Et voilà, il ne faut pas sacrifier les gens pour les sacrifier. La Centrafrique est à sa première participation à une CAN junior, mais a montré un meilleur visage face à la Namibie en premier match où elle a concédé un nul de 1 but partout. Vous pouvez être correct, toujours bien faire les choses, mais les choses iront toujours mal pour vous. C'est la vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille renoncer à faire le bien. La bonté, tôt ou tard, finit par payer. Et on s'arrête ici pour cette édition. À demain, j'espère.